Merci beaucoup, Oriane. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Nous sommes très heureux de partager avec vous nos expériences d'implantation de sociétés françaises aux États-Unis. Donc, moi, mon nom, c'est Léo Krimke. Je suis avocat à New York. Je suis fondateur du cabinet Krimke Law. Mon job, c'est d'accompagner les startups françaises pour qu'elles réussissent leur développement sur le marché américain. Ça fait une vingtaine d'années que je suis aux États-Unis. Je suis au barreau de Paris, enfin, je suis admis au barreau de Paris et inscrit au barreau de New York. Je fais exclusivement du droit américain et j'interviens principalement sur les sujets de droit corporate et de droit de contrat. Le business et le juridique étant indissociables, m'accompagne aujourd'hui dans cet échange Jean-Claude Cain, que je remercie à nouveau. Dirigeant de sociétés françaises et américaines depuis de nombreuses années, il mentor notamment les entreprises françaises qui s'implantent à l'international, en particulier aux États-Unis. Alors, le sujet du jour, comme le disait Oriane, c'est s'implanter et négocier aux États-Unis. La présentation est découpée en deux parties. La première partie, implantation, deuxième partie, négociation. Donc, attaquons avec la première partie sur l'implantation. Dans cette première partie dédiée à l'implantation, nous allons essayer de répondre au pourquoi, quand et comment d'une implantation réussie aux États-Unis. Alors, Jean-Claude, tu as beaucoup d'expérience d'implantation de sociétés aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a un meilleur timing? Quel est le meilleur timing? Bon, merci Léo tout d'abord, et puis bonjour à toutes et bonjour à tous. Et avant de débuter la présentation, qu'on a voulu avec Léo assez interactive, vous le constaterez, l'idée c'est que tout ce que nous allons partager avec vous est basé sur un certain nombre de partis pris et c'est essentiellement le résultat de nos expériences en fait. Donc revenons à la question de Léo. Quel est le meilleur timing pour les États-Unis? C'est ça la question, Léo, je crois. Alors la question elle est relativement claire et relativement simple. Et la réponse elle va être aussi très claire et très simple. Il n'y a pas de meilleur timing. Et certains vous diront, alors quand je dis vous, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et je les remercie à nouveau, certains vous diront c'est trop tôt ou d'autres diront c'est trop tard. Et en fait, ce sont que des jugements valeurs. Et les réponses, elles sont extrêmement factuelles. Alors, il y a deux hypothèses pour s'implanter dans un pays étranger et les États-Unis en particulier. Il y a l'hypothèse dite stratégique. Votre implantation est définie au travers d'une réflexion stratégique, ou alors c'est l'opportunisme. Et je vais essayer de faire le distinguo entre les deux. Première hypothèse, l'implantation est dite stratégique. Entre guillemets, c'est ce qui est enseigné dans les grandes écoles, et je me permets au passage de saluer HEC. 4 points sont à mon sens très très importants. Alors, prenez-les dans le sens où vous voulez. À mon sens, il y en a 4. Peut-être plus, mais en tout cas, je pense que ce sont les 4 essentiels. Le premier point, c'est qu'il est impératif que le lancement de votre produit en France soit d'abord un succès avant d'imaginer une seconde d'acconquérir les États-Unis. Ça, c'est vraiment un point très important. Le deuxième point aussi que je voudrais partager avec vous, il est essentiel et fondamental d'effectuer ce qu'on appelle une market survey assez solide du marché américain par rapport non pas aux spécifications produits de votre produit technique, mais par rapport à la value proposition de votre produit. Le troisième point, c'est identifier clairement, et ce n'est pas toujours évident, identifier clairement si votre produit s'adresse aux États-Unis à un marché acheteur ou à un marché vendeur. Alors, faisons la différence. Un marché acheteur, c'est en fait, on doit évangéliser les clients sur en fait la value proposition du produit. Voilà, c'est un peu comme les portables il y a 25 ans. Le marché vendeur, en fait, tous les concurrents sont là. Il n'y a pas besoin d'expliquer à quoi sert un portable. La différence se fait en fait sur des spécifications techniques ou financières et autres. Le quatrième point qui est aussi important, voire très très important, c'est prévoyez une levée de fonds spécifique relative à votre implantation sur le marché américain. Je prendrai un mot anglais que tout le monde comprendra bien évidemment, c'est très cash burning. Donc en fait ça c'est le premier élément. Votre implantation est dite stratégique. Je fais simple bien évidemment. La deuxième hypothèse d'implantation dans un pays et les États-Unis en particulier, c'est l'opportunisme. Alors l'opportunisme, il est non prévisible, il est non planifié. C'est un événement qui arrive, donc il n'est pas prévu. Il est donc par définition pas stratégique. Alors ça peut être, je vais prendre deux exemples. Ça peut être la demande d'un client final. Vous n'êtes pas encore aux États-Unis. Un client final américain a identifié sur Internet ou peu importe l'endroit, a identifié votre produit et vous contacte. Ou par exemple un distributeur américain qui souhaite distribuer votre produit. Alors, j'attire votre attention sur ce point qui est relativement important et Léo va le développer.
le côté positif de ça, c'est qu'en fait, oui, il y a des millions de dollars, il y a un certain nombre de dollars autour de ça, donc c'est très intéressant en termes de business. Mais les litiges juridiques peuvent être extrêmement importants. Et Léo abordera ce point dans la partie de présentation. Alors, bien évidemment, ça va m'amener à faire une transition très, très, très simple et facile. Léo, quels sont les risques d'une implantation ou une entrée sur le marché américain? Merci Jean-Claude. J'avais juste une chose à rajouter sur les venir tôt ou venir trop tard. J'ai rencontré moi beaucoup dans mon expérience des Français qui ont décidé donc de faire le choix stratégique de créer une société 100% américaine et de venir lever des fonds aux États-Unis. C'est une solution qui était assez populaire, je dirais, il y a 5 ans, qu'il est un peu moins aujourd'hui parce que les Européens, je pense, maintenant sont meilleurs. Il y a plus de disponibilité de fonds pour start-up européennes. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est une solution challenging parce qu'évidemment, il y a des raisons, des challenges culturels, de langue qui sont surcommuns. Alors, donc, pardon pour cette petite intermède. Donc, quels sont les risques sur l'entrée auxquels on pourrait être confronté une start-up s'implantant sur le marché américain? Donc, comme le disait Jean-Claude, le premier risque, c'est d'épuiser ses liquidités. Donc, le coût lié à une implantation, c'est très important. Il y a des coûts évidemment d'installation liés aux avocats, aux comptables et il y a différentes choses. Mais il y a les coûts les plus importants, c'est quand même de développer sa marque, de marketing et d'acquisition de talents. Les talents sont extrêmement chers et pas forcément aussi disponibles que vous avez l'habitude en France. Le deuxième point ou le deuxième risque, c'est de se disperser. Donc, moi, je recommande souvent, quand une startup veut attaquer le marché américain, de ne pas le faire à moitié et de ne pas le faire en même temps qu'elle développe un autre pays. Donc, de le faire vraiment, de focaliser les forces humaines et les talents et l'énergie de la société pour se dédier à l'implantation pour se dédier au projet US. Donc ça, il me semble très important de réaliser la taille du marché américain, de réaliser le challenge que représentent les États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment un très grand pays. Le troisième point, donc le risque à envisager avant de décider de s'implanter, c'est de regarder quelles sont les restrictions réglementaires. Donc, en fonction de vos produits et des services que vous vendez, il est possible qu'il y ait des restrictions réglementaires particulières qui peuvent être au niveau fédéral, qui peuvent être au niveau étatique. Et donc, il faut vraiment étudier et envisager toutes ces restrictions réglementaires avant de se lancer. Et enfin, le quatrième risque, comme le disait Jean-Claude, c'est le risque de litige. Donc, c'est un risque à ne pas prendre à la légère parce que les coûts potentiels sont très, très importants. Donc, il faut être très proactif et dans ce sens aussi, faire le travail nécessaire pour, par exemple, protéger sa marque, s'assurer que ses brevets sont en ordre, ne pas commencer à faire du business aux États-Unis sur un terrain glissant parce que les Américains sont très litigieux. Voilà, donc ça, c'était Alors, une fois, Léo, que l'entreprise a décidé, ou les dirigeants d'entreprise ont décidé de s'implanter aux États-Unis, en fait, quelles sont les différentes options possibles? En fait, alors je sais qu'il y a des solutions qui sont dites transitoires, il y a des décisions qui correspondent à des implantations définitives, pérennité. Donc, quelles sont les différentes options qui existent? Oui, donc il y a différentes options stratégiques majeures donc, qui permettent l'entrée sur le marché américain. Donc, après avoir défini vos objectifs, intégrer les risques, donc il faut déterminer le format juridique adapté. Et donc, comme tu le dis, il y a des solutions transitoires. J'en ai identifié 4. Il y a des solutions plus pérennes qui sont des vraies solutions d'implantation. Donc, les 4 solutions transitoires, donc c'est de vendre par le biais d'un contrat de vente, export. Donc, la société mère française vend à un client aux États-Unis directement. Donc, ça, c'est possible, ça se fait régulièrement. Il faut savoir que souvent, les co-contractants américains préfèrent dealer avec des sociétés américaines. Donc, souvent, ça peut être aussi le déclencheur de la nécessité d'avoir une solution un peu plus pérenne. De la même manière, la deuxième solution transitoire, c'est d'avoir un agent ou un distributeur.
ou un OEM. Donc ça, c'est une solution assez commune. De la même manière, il faut comprendre que c'est la société mère, donc dans ce cadre-là, qui signe avec la société américaine et donc qui s'expose potentiellement au risque contentieux aux US, parce que le centre de gravité du contrat est généralement aux US. Il est possible de faire attention à ce point et donc d'inclure des protections concernant notamment le droit applicable et la juridiction applicable. On verra ça tout à l'heure. La troisième solution transitoire que j'ai identifiée, c'est le partenariat stratégique. Donc, c'est un contrat avec un partenaire ou un concurrent dans lequel vous décidez voilà, de joindre vos forces pour développer le marché américain. Et donc, ça, c'est généralement un partenaire stratégique est un contrat. Et c'est à différencier d'une joint venture qui est la solution pérenne dont je parlerai juste après. La quatrième solution transitoire, c'est l'ouverture d'un bureau. Donc un bureau, c'est un peu entre les deux. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'avantage parce que ça a les inconvénients, mais sans avoir les avantages. C'est-à-dire, vous avez des équipes locales, mais elles ne sont pas protégées par le droit local. Elles ne sont pas employées, donc il y a des sujets potentiellement d'immigration. Il y a aussi des sujets liés à la responsabilité en cas d'action sur le territoire américain, il y aura une responsabilité de la maison mère. Et enfin, il y a potentiellement un risque fiscal, puisque ça peut représenter un établissement stable. Et donc, voilà, ça peut créer des surprises. Les solutions d'implantation qui sont plus pérennes, qui sont vraiment des solutions d'implantation, c'est numéro un, c'est la solution la plus commune, c'est la création d'une filiale. Donc ça, je parlerai juste après des avantages de la création d'une filiale. Deuxième solution, c'est l'acquisition d'une société, d'une partie de ses actifs. Donc voilà, approcher une solution partenaire ou concurrente et de créer un projet commun. Et donc ça, c'est intéressant pour accélérer le développement, mais il faut évidemment prendre la mesure du temps, du coût important lié à mener bien une acquisition, et évidemment aussi les risques liés à l'intégration de cette société achetée dans la culture d'entreprise française. Troisième point, donc c'est la joint venture, donc c'est la solution pérenne, donc ou la solution la plus permanente, c'est-à-dire une création d'entités communes, enfin plus permanente que le partenaire stratégique. Et donc il faut évidemment dans ce cadre-là faire attention parce que c'est vraiment un mariage, donc il faut prévoir les solutions de sortie et bien négocier tout ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, Léo, quel est le meilleur modèle en fait? Est-ce que c'est la filiale le meilleur modèle? Alors oui, la filiale est le meilleur modèle, donc, mais je vais développer. Donc il y a quatre avantages. Bon, c'est un parti pris aussi, hein, mais honnêtement, pour l'avoir vu beaucoup, c'est quand même le meilleur modèle. Alors, 4 avantages que j'ai identifiés. Donc le premier, c'est la limitation de responsabilité. Comme je te disais, la maison mère, en tant qu'actionnaire de cette société, est protégée en cas d'action contre la société américaine. Donc ça, c'est, je dirais, essentiel, c'est l'avantage principal. Ensuite, il y a des principes d'organisation et de gouvernance clairs qu'offre une corporation américaine, par exemple. Le troisième avantage, c'est la meilleure confiance auprès de vos co-contractants américains. Les co-contractants américains vont vraiment vouloir contracter avec une société américaine. Ils vont se sentir plus à l'aise et surtout, ils vont pouvoir aller vous chercher s'il y a un problème devant les tribunaux. Donc ça, c'est le côté pas très marrant, mais il y a toujours ce risque, il faut l'avoir à l'esprit. Et enfin, le dernier avantage, c'est de pouvoir gérer les risques, je dirais, les risques financiers ou les risques contentieux par le biais d'une assurance locale. Il faut savoir que les assurances mondiales et les assurances françaises, généralement, ne couvrent pas le risque US. Et donc, en ayant une société américaine, vous allez pouvoir acheter de l'assurance localement. Voilà, donc j'attire votre attention quand même, soyez vigilants. Créer une société ou une filiale aux États-Unis, ce n'est pas anodin. Ça crée quand même de la complexité. Il faut s'en occuper. Il y a des coûts qui sont liés à la création, à la gestion courante. Donc voilà, donc pas une solution anodine, mais la meilleure solution.
Avant de passer au slide suivant, une question, Léo. Pardon. C'est supposons Ouais. qu'une branche soit créée, enfin un bureau soit créé. Est-ce qu'il est d'usage ou est-ce qu'il y a des risques de transformer ce bureau en une filiale? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas déjà tout de suite se dire allons sur la filiale? Donc voilà, le passage, la transition entre un bureau et une filiale, est-ce que c'est un bon plan? Oui, comme je le disais, moi, je recommande pas vraiment la phase bureau. Finalement, les coûts de création d'une entité juridique, c'est pas si énorme que ça. Donc, c'est quand même mieux s'il y a un vrai désir d'implantation aux US, de y aller, quoi, Ouais, de mettre les protections nécessaires pour son activité. Donc, je dirais la phase bureau, moi, je recommande ok, c'est clair. pas. Alors, donc là, c'est moi, Jean-Claude. Est-ce que tu peux nous dire si à la fin de ce processus d'évaluation, l'entreprise qui donc décide de s'implanter sur le marché américain par le biais d'une filiale, s'il y aurait quatre décisions incontournables pour toi? Alors, bon, effectivement, je vais redire ce que disait Léo il y a quelques secondes. Ce sont des partis pris basés quand même sur un certain nombre d'expériences d'implantation aux États-Unis. À mon sens, il y a quatre décisions très très importantes que vous devez prendre en compte. La première décision, c'est l'accompagnement. Alors, je vais être assez cash, si je peux me permettre. Donc, l'accompagnement, prenez un avocat américain. Définitivement, prenez un avocat américain. Ça évitera ce que j'appelle, de façon un peu triviale, éviter le millefeuille des honoraires. Ça, c'est le premier point. Un avocat américain. Le deuxième point, c'est la partie expertise comptable qui est importante. Partons du principe que vous êtes une société française, vous avez créé votre filiale aux États-Unis et vous êtes face à deux mondes complètement différents. D'un côté, des deux côtés de l'Atlantique. Je prends deux exemples. En comptabilité, vous avez US GAAP versus IFRS, vice versa. Et puis le deuxième point, c'est les aspects de fiscalité. Alors, je vous donne deux exemples qu'on retrouve souvent. C'est les aspects de transfert cost et puis les management fees. Et des deux côtés de l'Atlantique, les administrations fiscales respectives seront au coin du bois. Donc, soyez très, très vigilants. Donc, sur la partie expertise comptable, ma recommandation, vraiment, c'est de vous faire accompagner par une société d'expertise comptable française ayant une filiale aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième décision, alors peut-être qu'elle est peut-être sujette à Jean-Claude, débat. pour les avocats aussi, non, c'est mieux s'ils parlent français quand même. Oui, alors oui, j'ai pas voulu en rajouter, alors je vais le faire. Prenez un avocat américain. S'il parle français, c'est un plus. S'il est français, vraiment, c'est un must. Voilà, c'est au moins ça, les choses sont dites. Deuxième chose, la deuxième décision qui est importante aussi, ça aussi parti pris, votre filiale doit être dirigée par un Américain. C'est clair. Alors pourquoi? Il y a deux raisons essentielles, à mon sens. Les clients américains aux États-Unis préfèrent négocier avec des Américains plutôt que des Français qui sont parfaitement bilingues. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et Léo reviendra sur cet aspect de la présence de l'avocat, du juridique dans les négociations commerciales. Donc, ce deuxième point, c'est le suivant. Les négociations aux États-Unis sont très agressives. Alors, il faut comprendre pourquoi elles sont très agressives. C'est une question de culture et pas que. C'est un jeu de rôle d'expérience. C'est un jeu de rôle et c'est souvent une façade. En fait, ils vont chercher à vous tester. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne craignez pas de montrer les muscles, définitivement. Alors évidemment, il y a des exceptions par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire embaucher un Américain. Alors les exceptions, et on l'a vu sur les 10 dernières années, vous avez des CEO, enfin des présidents de sociétés françaises ou des dirigeants de sociétés françaises qui ont déménagé aux États-Unis avec leur famille, etc. Il y a des succès, mais il y a beaucoup d'échecs et c'est extrêmement douloureux. Voilà, les choses sont posées. Je voudrais Je dirais ajouter. aussi, Oui, oui, Jean-Claude, oui, excuse-moi Léo. de Non, t'interrompre. non, non, tu m'interromps. Je voulais dire aussi, l'avantage d'avoir un patron américain, c'est qu'il vient avec son Rolodex. Donc Absolument, ça vous donne une longueur d'avance. absolument. Et partir, le fondateur qui part aux États-Unis, il y a en effet des success stories, mais il faut vraiment bien réaliser le challenge. Le challenge est important. Alors, sur cette partie numéro 2, donc dirigée par un Américain, moi, je vais vous donner deux conseils. Le premier, c'est, alors deux conseils et deux informations, en fait, pour faire simple. Finalement, combien coûte un patron américain aux États-Unis? C'est une bonne question. Partant du principe que vous cherchez un patron américain qui a une quinzaine d'années d'expérience, on va dire 15 à 20 ans d'expérience, le salaire, on va dire 300 000 $, 300 à 400 000 $. 300, c'est un bon chiffre. J'ai vu dans des recrutements passés, entre guillemets, j'ai vu des choses un peu surréalistes, mais
ils ont peut-être pas tort, ils ont qu'à essayer 700 000 $. Vous voyez, donc en fait, on a une palette entre 300 000 et 700 000 $. La réalité, c'est 300 000 $. Si vous êtes dans un contexte de start-up, alors start-up veut dire quoi? Veut dire stock option. Donc il est évident que si vous engagez un Américain, le stock, pour lui, le côté stock option, pardon, est quelque chose de très sexy et intéressant. L'autre point qu'il faut que vous sachiez, c'est que la notion, vous voyez, salaire fixe et les commissions, aux États-Unis, ils ont une notion du challenge qui est très importante. Et il est fréquent de voir et de pouvoir conclure un recrutement sur une base de fixe 50-50. Vous voyez, vous avez un package complet. Hein, et bien, le fixe peut être à 50-50. Quand vous regardez sur faites une comparaison avec ce qui se passe en France, on est 70-30 ou 80-20. La différence, c'est vraiment les Américains adorent le challenge. Deuxième point, c'est combien coûte un recrutement du patron américain? C'est une bonne question. Alors, là aussi, je vais être assez clair et cash. Évitez les cabinets de chasse à 20 à 25% des honoraires du salaire annuel. Faites le calcul. 20% de 300 000 € ou 300 000 $, etc. Moi, je vous fais une proposition. Je n'ai pas d'action chez LinkedIn, mais mettez une annonce chez LinkedIn. Ça va vous coûter 300 € et vous aurez une centaine de réponses. Et dans les centaines de réponses, vous aurez 5 Top Gun. C'est basé sur des faits, hein, à peu près une quinzaine de cas sur le passé qui correspondent à ça. L'autre chose qui est importante, c'est un constat, c'est que la structuration, c'est-à-dire la structuration de l'annonce, doit être complètement, définitivement anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait dans le même sens qu'une annonce classique sur le marché français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une annonce dite anglo-saxonne? C'est le mindset, si vous voulez, est anglo-saxon. Il y a des mots-clés, challenge, entrepreneurial, etc. Troisième décision à prendre, ou erreur à ne pas commettre. On va être dans la sémantique. Ne jamais faire de copier-coller de votre business model réussi, successful, en France, aux États-Unis. Donc ça veut dire, en langage un peu plus clair, n'appliquez pas ce que vous avez réussi en copier-coller à 100% en France sur le marché américain. C'est un échec absolument garanti. Quatrième décision, soyez vigilants sur la stratégie commerciale que vous allez mettre en place. Je dirais, c'est valable pour quel que soit le pays dans le monde, mais plus particulièrement sur les États-Unis. Alors, on a deux façons de faire du business en général. C'est la vente indirecte. Vous savez, les OEM, c'est-à-dire votre produit est embarqué, embedded dans une solution américaine, ou par distributeur, ou des VAR ou des resellers. Ça, c'est la première solution, vente indirecte, ou la vente directe. La vente directe a deux conséquences qui sont plutôt sur lesquelles il faut être vigilant. Vous avez un marketing cost et un cost of sale qui sont assez élevés, très très élevés. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le take-off, vous savez, le take-off, le ramp-up, c'est-à-dire à partir de quand vous allez faire du business, etc., est beaucoup plus long comparé à la vente indirecte, puisque la vente indirecte, par définition, vous avez des leviers commerciaux qui sont déjà implantés dans un pays, les États-Unis en particulier, et quand vous avez signé un contrat avec un distributeur américain, c'est parfait en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez vigilants. C'est un conseil sur les apporteurs d'affaires. C'est une source de litige assez garantie, entre guillemets. Voilà. Alors, sans transition, je vais demander… Oui, voilà. Oui, voilà. Je voulais demander à Léo. Le partage d'écran s'était désactivé. Merci, Léo. D'accord. Donc, sans transition sur Léo, comme on dit à la télévision. Léo, quelles sont les 6 catégories juridiques majeures qui doivent être prises en compte? Donc, on a résolu le problème stratégique, entre guillemets, de façon un peu schématique, mais quelles sont les 6 catégories juridiques sur lesquelles il faut être très vigilant? Léo, tu es dans le mute. Léo, le micro, Léo. Ok. Voilà. Excusez-moi. Ouais, merci Jean-Claude. Oui, donc en effet, ça c'est ces éléments-là sont ma checklist. Donc une fois que la décision est prise de l'implantation, on va discuter des différents points importants qui vont se présenter et dont qu'il faut garder à l'esprit. Donc le numéro 1, c'est protéger la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est, je dirais, le plus important parce que il y a vraiment un risque un contentieux important de démarrer son activité sans avoir fait le travail nécessaire afin de valider la disponibilité des marques et de valider les brevets s'il y a des brevets éventuellement enregistrés. Donc être bien conscience de cela. Le deuxième point, c'est constituer une société. Donc, qu'est-ce que c'est que constituer une société aux États-Unis? Quelles sont les options?
corporation, LLC, généralement Limited Liability Company. Donc, sans rentrer trop dans les détails, une grosse majorité des sociétés filiales qui s'implantent aux États-Unis, donc des sociétés européennes, françaises avec qui je travaille, s'implantent par le biais de corporations qui offrent le système le plus sécurisant, je dirais, et qui permet ensuite facilement de faire rentrer les investisseurs s'il y a besoin. Le deuxième point, c'est le choix de l'état d'incorporation. Ça, c'est un peu technique, mais on vous parle souvent du Delaware. Donc, le Delaware, moi, je confirme, c'est un état qui est intéressant pour des raisons de sécurité juridique. Et c'est aussi un état intéressant parce que où que vous soyez aux États-Unis, les avocats américains vont connaître le droit du Delaware. Donc, ça va pouvoir vous aider si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez vous implanter définitivement. Et enfin, la troisième raison du Delaware, c'est la sécurité juridique. Je l'ai dit, les juges sont professionnels, donc il y a une longue histoire, une longue historique de jurisprudence qui est pro-business. Et donc, c'est pour cette raison que la plupart des investisseurs VC souhaitent voir ce type de structure. Le troisième point, donc, c'est établir la gouvernance. Alors, c'est établir une gouvernance, c'est établir une gouvernance efficace et indépendante. Donc, comme le disait Jean-Claude, moi, je rappelle souvent aux entrepreneurs qu'il faut vraiment qu'il y ait une indépendance de la structure américaine. Alors, je sais que c'est difficile au début, ça peut être difficile au début, mais en tout cas, de garder ça à l'esprit, que cette société, pour qu'elle soit efficace en termes de protection et de responsabilité, il faut qu'elle ait une existence indépendante de la maison mère. Donc le risque, c'est la levée du voile corporatif. Alors le voile corporatif, c'est ce voile de protection en fait qui est autour de la corporation et qui empêche d'aller chercher les actionnaires en responsabilité. Donc le juge américain peut parfois lever ce voile s'il y a des irrégularités type non-respect des formalités administratives, sous-capitalisation. Je ne vais pas trop dans le détail, c'est un peu complexe. Quatrième point, donc une fois que la société est créée, généralement la première chose qu'on fait, c'est embaucher. Donc ça, j'aime sensibiliser au fait que embaucher des Américains, ça n'a rien à voir à embaucher des Français. Le deal n'est pas le même, la manière d'approcher les candidats n'est pas la même. Et la manière au niveau juridique de contractualiser la relation n'est pas la même. Donc généralement, je parle du contrat at will. J'explique que le contrat at will, c'est une règle aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Ça ne veut pas dire que, déjà, je vais définir at will. Donc at will, ça veut dire qu'on peut se séparer des employés sans avoir à donner de cause à tout moment. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, il y a des exceptions à ce principe et il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas se séparer des employés pour toute raison. Par exemple, pour des raisons discriminatoires, ça serait interdit, ou pour des raisons de lanceur d'alerte. Un employé qui serait un lanceur d'alerte, on n'a pas le droit donc, il y a beaucoup d'États qui ont des petites exceptions. Mais d'une manière générale, le droit du travail américain est nettement moins protecteur des employés. Et donc, c'est, je dirais, un plus au niveau business, parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité. L'important donc lié à cette flexibilité, c'est de garder à l'esprit que les employés donc, vont aller ailleurs, vont aller travailler chez les concurrents éventuellement après, donc bien s'assurer de protéger la confidentialité des informations et éventuellement de mettre en place des clauses de non-sollicitation dans les contrats ou des clauses de non-concurrence. Et enfin, troisième point pour les employés, c'est vraiment se rendre compte que, comme le disait Jean-Claude, il y a une grosse partie qui est en incentive. Donc, comment cet incentive va se formaliser? Est-ce que c'est une rémunération différée? Est-ce que c'est une incitation au capital? Comment mettre en place cette incitation au capital? Est-ce que c'est généralement les stock options, c'est sur la maison mère plutôt que la filiale US? Est-ce qu'il faut quand même, il y a certaines choses quand même à voir et à discuter. Cinquième point, rédiger des contrats commerciaux. Donc ça, c'est la nécessité de prévoir des contrats américains. Et donc là, j'attire l'attention sur le fait que il faut éviter de traduire les contrats. Je sais que c'est maintenant assez facile, on les met dans
dans un moteur et ça traduit en 2 minutes. C'est formidable, mais ça sert à rien en fait, parce que moi, une fois que je reçois ces types de contrats-là, il faut que je les transforme complètement. Donc, je préfère adapter un contrat depuis son contrat français et prendre un contrat et le rendre américain pour que la société soit considérée comme une société américaine dans ses interactions avec ses clients et ses partenaires. Et l'autre point auquel j'attire l'attention, c'est peut-être pour les plus grosses structures, mais d'essayer de mettre en place, ou en tout cas de réfléchir à la possibilité de mettre en place des directives groupes. Donc, comment le juridique va être géré au niveau groupe? Est-ce que on va regarder tous les contrats? Est-ce qu'on va regarder certains contrats? Est-ce qu'il y a des limitations de responsabilité? Est-ce que tous les pays vont être alignés? Voilà, donc, c'est des choses auxquelles il faut se poser la question et en discuter. Et enfin, la dernière partie, c'est choisir les assurances. Donc, choisir les assurances, ça veut dire en gros se mettre en contact avec un broker et prendre conscience qu'il y a beaucoup d'assurances différentes à acheter. Et il faut évidemment prendre en compte, par exemple, pour les sociétés qui gèrent des datas, les possibilités de data breach et de perdre ces datas. Voilà, donc General Liability, ouais. Non, pardon de te couper, mais je voudrais revenir 2 secondes sur l'aspect droit du travail. Est-il exact que les droits du travail dépendent du lieu de résidence de chaque collaborateur? Oui, donc en fait, le droit du travail est étatique pour la plupart de ces règles. Donc il faut comprendre que quand il y a des employés maintenant qui travaillent en remote un peu partout, ça crée une complexité organisationnelle pour la société, puisqu'il faut qu'elle soit au courant de comment gérer cet employé et comment ces règles locales, qui sont souvent d'ordre public, s'appliquent. D'accord. J'ai répondu. Ouais. Oui, c'est une bonne réponse. Maintenant, on passe au slide suivant. C'est sur en fait la négociation de contrats commerciaux. C'est comment négocier aux États-Unis, les clés des négociations contractuelles réussies, bien évidemment. Et donc, la question est la suivante. Pourquoi la négociation est si importante aux États-Unis? Ok, alors donc c'est moi qui prends ça aussi. Donc là, pourquoi la négociation est importante aux États-Unis? Alors la raison principale, je dirais, elle découle du système juridique dit de common law. Donc la common law, c'est quoi par rapport au système français de code civil? C'est que le droit se forme par le biais de la jurisprudence. Donc c'est ce qu'on appelle le judge-made law. Et à l'opposé de ça, on a le code civil qui a du droit qui vient de la loi, du législateur et qui est codifié. Alors les lignes tendent à se rapprocher entre le système de code civil et de common law. Enfin, le common law se rapproche du code civil parce qu'il y a plus de lois qui viennent et il y a de la codification qui a été faite. Mais je dirais c'est le grand principe. Donc découle de ce grand principe le fait que dans les contrats, il n'y a pas de référence au droit positif. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats sont beaucoup plus longs. Ça veut dire qu'il faut tout écrire. On ne peut pas juste faire une référence à l'article, je sais pas, par exemple, pour définir la force majeure. En France, on fait une référence à l'article de loi et puis ici, il va falloir lister toutes les conditions de force majeure, tous les événements potentiels. Donc voilà, c'est une généralisation, mais il y a des différences culturelles importantes et qui se retrouvent dans le contrat. Le Covid, Léo, le Covid est une force majeure aux États-Unis? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a dans les contrats. Les clauses de force majeure, enfin la force majeure en elle-même n'est pas d'ordre public. Donc s'il n'y a pas de clause de force majeure, il n'y a pas de raison que ça affecte le contrat. Et ça c'est la même chose en France également. Ouais. Donc je dirais ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a. Mais moi j'ai vu des contrats où voilà la clause de force majeure n'incluait pas la pandémie par exemple. Donc si c'est pas inclus, c'est pas inclus. Je prends un autre exemple qui est je sais pas si j'ai le temps, de la rupture brutale des relations commerciales établies. Donc en France, donc ça c'est un exemple. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Ok. Ouais. Donc ce qui est important de se rendre compte, et c'est pour ça que je prends cet exemple, donc ça c'est une règle de droit français en fait qui permet d'indemniser un co-contractant qui serait lésé par une interruption brutale de relations commerciales.
Et donc, cette règle-là n'existe pas aux États-Unis. Mais pourquoi n'existe pas? Parce que le juge américain ne s'insère pas en fait dans la relation contractuelle entre les parties. Donc, s'il y a une ambiguïté dans le contrat, éventuellement ils peuvent regarder, mais si c'est clair et si c'est même complètement déséquilibré, le juge américain va pas rentrer et essayer de rééquilibrer ça. Donc, je dirais le co-contractant, enfin l'entrepreneur insouciant ou négligent qui signerait un contrat sans le lire, un contrat déséquilibré, il va être coincé. Hein, donc, faire bien attention. Et moi, je l'ai rencontré, par exemple, pour un client à moi qui faisait de la distribution d'une marque française. Et il n'avait pas mis de précaution dans son contrat. Et la marque a décidé d'interrompre la relation et de créer une filiale, a repris toute la distribution. Et puis, il n'a eu que ses yeux pour pleurer. Voilà. Donc, je passe à la... Slide suivant. Slide suivant. Donc, pourquoi impliquer un avocat américain dans les négociations contractuelles des débuts? Je ne sais pas si tu voulais me poser la question. Je pose la question, pourquoi il faut impliquer un avocat américain dès le début? Voilà, la question est posée. Alors, ok, donc la question est posée. Donc, je vais essayer de garder le timing. Donc, ce que je dirais, c'est la première raison découle de ce qu'on a dit précédemment. Donc, les contrats sont assez longs. Donc, il y a une complexité liée au contrat qui fait que les non-avocats vont avoir du mal. Les non-avocats, en plus, les non-avocats dont c'est pas leur langue, vont avoir beaucoup de mal à lire et à comprendre ce jargon juridique qui est un peu complexe. Donc, je dirais l'important, c'est donc de réaliser qu'aux États-Unis, donc la rédaction précise de l'intention des parties est le seul moyen de protéger ses intérêts efficacement. Donc pour ça, il faut faire appel à un avocat pour aider en fait à sécuriser et à bien exprimer l'intention des parties. Alors pourquoi je dirais parce que les Américains ont aussi l'habitude de négocier de manière agressive. Comme le disait Jean-Claude, l'agressivité, elle n'est pas vraiment dans l'attitude, elle est vraiment dans le fait qu'ils vont demander des choses qui sont déraisonnables. Ils vont proposer un modèle de contrat qui est complètement déséquilibré. Donc ça, il faut s'y attendre, c'est normal. Mais par contre, ce qui est normal en face, c'est d'avoir un avocat qui est là pour rééquilibrer ça. Donc idéalement, je recommande de rédiger le premier projet de contrat parce que ça peut réduire le temps de négociation, donc éventuellement les frais d'avocat. Et donc, voilà, j'évangélise un peu sur le sujet, mais il faut bien savoir que beaucoup des mauvaises expériences aux États-Unis s'expliquent par soit une mauvaise rédaction ou une mauvaise négociation de contrat. Donc voilà, faire attention. Les avantages, je dirais, vertueux de la négociation, c'est aussi de permettre de tester la communication et de résoudre les problèmes avec votre futur client ou partenaire. Donc ça, c'est un des points importants, et aussi d'identifier et de gérer les problèmes futurs avant qu'ils ne surviennent. Il y a les risques qui sont liés au fait de ne pas suffisamment négocier ou de ne pas négocier du tout, ne pas avoir de contrat. Donc, c'est évidemment des malentendus. Ça peut être des difficultés d'exécution du contrat. Ça peut être donc l'objet des contentieux commerciaux. Et je dirais une incidence sous-jacente, c'est les startups, à un moment ou à un autre, ils vont se poser la question de la sortie, donc de l'acquisition par une autre partie. Et il faut savoir que les avocats, l'acheteur va embaucher les avocats pour faire des due diligence, et comme je le fais de temps en temps, et ce qu'on va faire, c'est regarder tous les contrats et étudier, savoir si les contrats ne créent pas de risques déraisonnables. Donc voilà, important de garder ça à l'esprit, que ça peut aussi être un obstacle à votre sortie de société si les contrats sont en mauvais ordre ou s'il n'y a pas de contrat. Merci. Alors, le dernier slide, et on a pensé, donc le dernier slide, c'est un exemple. Oui, exact. Alors, attention, on a juste une minute. Tu sais, tu me poses pas la question, mais je me la pose moi-même, sur le bad cop. Est-ce que l'avocat est le bad cop? Et alors, donc, moi,
j'aimerais répondre parce que ça m'intéresse. En fait, ce que j'aime bien, c'est que l'avocat et le commercial soient alignés. En fait, pour moi, une bonne négociation, c'est quand il y a un alignement des intérêts, quand le commercial comprend la nécessité du juridique. Et c'est vrai que parfois, voilà, le commercial se dit on est des empêcheurs de tourner en rond, on va empêcher le deal de se faire. Vraiment, c'est pas une approche que je recommande et surtout, c'est une approche psychologique, à mon avis, qui est au détriment du succès de la relation commerciale. Donc, vraiment, se rendre compte que négocier est nécessaire, est important et que ça fait partie de la vie normale, quoi. Il n'y a pas de problème. Et nous, les avocats, on est habitués à trouver des compromis. Donc, on ne crée pas des problèmes, on trouve des compromis. Vous On n'êtes pas vraiment, identifie les sujets, on Léo, essaie de les résoudre. oui, vous n'êtes pas vraiment des bad cops, en fait, en vrai. Écoute, non. Mais il est possible d'avoir une stratégie où on décide ça. Mais il faut que ça soit une stratégie décidée en avance avec le client. Ok. Voilà. Donc Alors, ensuite, excuse-moi, je t'ai interrompu. non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on a voulu avec Léo vous finalement prendre un exemple et mettre en évidence en fait un contrat. Et on a pensé que c'était peut-être judicieux de vous donner un exemple de contrat SaaS, puisque SaaS c'est dans l'air du temps, hein, on est d'accord là-dessus. Et Léo en fait va vous présenter 4 points importants ou qu'il considère importants dans un contrat SaaS. Voilà. Donc, Léo, you're on stage. Exact. Ok. Ouais, merci Jean-Claude. Donc je dirais, j'ai identifié 4 points importants. Il y en a beaucoup d'autres. Le premier point auquel vraiment je porte beaucoup d'attention dans les contrats SaaS ou dans les contrats de licence de technologie ou de software, et qui est généralement un point de friction important entre les parties, c'est qui est le propriétaire de l'IP créé dans le cadre de l'exécution du contrat. C'est ce qu'on appelle les derivative works ou le foreground IP. Donc généralement, l'idée c'est de donner une licence d'utilisation au client de ces créations, mais de ne pas transférer la propriété dans aucun cas, parce que le transfert de propriété ensuite va vraiment empêcher de bénéficier de l'expérience qui va être accumulée au fil des clients pour améliorer votre solution. Donc c'est ce qu'on appelle le work for hire. Donc faire attention, si vous voyez ce terme dans les contrats, vraiment gros red flag, il faut faire attention et surtout ne pas accepter ça. Le deuxième, c'est indemnity, c'est ça? Oui, indemnity. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une indemnity ou une indemnification ou une clause de hold harmless? Donc, ça, ce sont des clauses qui sont aussi très négociées. C'est un petit peu complexe. En fait, ça prévoit l'indemnisation dans les contrats si jamais il y a un dommage qui est causé à un tiers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, c'est l'exemple de la contrefaçon de propriété intellectuelle. Un tiers se sent lésé, va attaquer le client et le client va vouloir être indemnisé par vous, vendeur qui n'êtes pas propriétaire ou qui n'avait pas bien enregistré votre brevet ou quelque chose comme ça. Donc cette clause-là, il faut évidemment la contrôler. Il faut évidemment la restreindre le plus possible, essayer de limiter la responsabilité à certains montants et puis surtout de prendre en compte que la procédure est à la charge, va être pris en charge par le client, mais il faut vraiment reprendre la main sur cette procédure, éventuellement avoir la possibilité de contrôler les coûts, de faire des compromis. La troisième clause, point limité. C'est la plus importante du contrat, on est d'accord? Oui, c'est clairement la plus importante parce qu'en cas de litige, cette clause-là peut vraiment sauver la vie d'une société. Hein. Donc les limitations de responsabilité, elle est divisée en deux. Il y a d'un côté les dommages directs et d'un autre côté les dommages indirects ou consequential damages. Donc généralement les premiers sont limités à un certain montant. Donc on s'engage, ça fait partie d'une négociation. On pousse généralement pour une limitation à la hauteur du contrat ou un petit peu plus. Voilà, ça fait partie des allers-retours éventuels. Et ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment l'exclusion des consequential damage, donc de l'impact financier qui pourrait résulter de ce dommage.
Ça, c'est très important parce que si ce n'est pas exclu, dans les tribunaux aux États-Unis, la plupart des dommages octroyés sont des consequential damages. Donc, c'est vraiment pas anodin et ne pas s'engager dans un contrat où les dommages indirects ne seraient pas exclus. Dernier point, c'est le droit applicable à la juridiction. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, voilà, l'importance de jouer à domicile. Comprendre que si vous êtes sous loi du Tennessee devant un tribunal de Nashville, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes à New York ou si vous avez même réussi à retirer le litige et le mettre, par exemple, dans un arbitrage en Suisse. Donc voilà, les Américains, évidemment, vont privilégier la partie américaine s'il y a un litige. Il faut savoir qu'il y a souvent des jurys dans les litiges commerciaux. Et donc, voilà, c'est le conseil que je donne de bien faire. Ah, Léo, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense que je ne t'entends plus. Jean-Claude, tu l'entends bien? Non, j'entends pas, mais si vous m'entendez, je vais faire la conclusion à la place de Léo. En tout cas, avec Léo, on a été très content de partager ces 45 minutes. C'est difficile de dire plein de choses en 45 minutes, hein, c'est un peu un challenge, mais je pense qu'on a dû partager un certain nombre d'éléments. Et puis, encore merci pour votre attention. Et maintenant, je dirais, place aux questions.